Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le programme d'entretien routier de la région de Gbeke vient d'être lancé. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a donné le top départ. 3000 km de routes en terre seront reprofilés. Les travaux vont coûter plus de 3 milliards de francs CFA. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. La 43e conférence de la FAO s'est ouverte aujourd'hui à Rome, en Italie. La gestion de l'eau dans l'agriculture et les solutions pour lutter contre le changement climatique sont au cœur des échanges. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, partage l'initiative ivoirienne pour la promotion de l'agriculture. Le processus électoral s'accélère dans notre pays. Le dépôt des dossiers des candidatures pour les régionales et municipales a débuté aujourd'hui. La commission électorale indépendante a commencé à réceptionner les dossiers. Le processus démarré ce samedi prend fin le 19 juillet prochain. Le Kenya est sous le choc. 52 personnes ont perdu la vie et 32 autres ont été blessées dans un accident de la route. Les opérations de secours freinées la veille par les intempéries ont repris aujourd'hui. La Croix-Rouge kenyane multiplie les appels aux dons de sang pour secourir les blessés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Ce soir, nous vous invitons à un voyage au rythme du Kroubi, cette danse traditionnelle pratiquée par les jeunes filles. Notre destination, Bondoukou, dans le Zanzan, qui vient de vivre une semaine intense et passionnée, bercée par le Kroubi. Ce 7e festival, au-delà d'être un spectacle captivant, se concentre cette année sur l'autonomisation de la femme africaine. Et cette thématique cruciale trouve un écho fort dans le cœur de Bondoukou. Mais quelles sont juste les retombées et perspectives pour le district du Zanzan? Eh bien, pour dresser le bilan de cette semaine culturelle, économique et touristique, nous avons invité M. Issoufou Ouattara, commissaire général du Festival du Kroubi. Bonsoir, M. Issoufou Ouattara. Oui, bonsoir, Marie-Laure Ngouran. Alors, votre ambition est clairement affichée. Faire de Bondoukou la ville aux 1000 mosquées, c'est comme ça qu'on surnomme cette ville. Donc une destination attrayante en plein développement pour le district du Zanzan et pour cela, vous comptez vous appuyer sur le Kroubi. Oui, je le confirme. C'est pour cela que depuis 7 ans, nous parcourons toutes les régions, bientôt tous les pays de la sous-région et le monde. Nos partenaires nous accompagnent et nous soutiennent. Et Bondoukou, le Zanzan, et même la Côte d'Ivoire, parce que c'est un devoir pour nous de développer notre pays et notre région, bien entendu sous la houlette des autorités politiques de ce pays. Et vous allez nous faire voyager donc à Bondoukou aujourd'hui. On va se rendre à Bondoukou tout à l'heure pour parler du Kroubi. On va se retrouver dans une trentaine de minutes, c'est ici, sur ce plateau, dans la page culture, pour parler justement du festival du Kroubi, où la culture et la féminité rayonnent avec intensité. À tout à l'heure. Merci. Issoufou Ouattara. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble ce programme d'entretien routier de la région de Gbeke qui vient d'être lancé. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a donné justement le top départ au nom de son collègue Amédée Kofi Kouakou. 3000 km de routes en terre seront reprofilés. Les travaux vont coûter plus de 3 milliards de francs CFA et les populations sont heureuses. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement, nous dit Kadesou Goudou. Environ 3000 km de routes dans la région de Gbeke vont connaître un reprofilage pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Le programme d'entretien routier 2023-2025 va surtout désenclaver de nombreuses localités. Il faut l'implication de tous les acteurs. Il y a les entreprises qui vont exécuter, il y a les missions de contrôle qui vont suivre les travaux, il y a l'AGEROUT qui va superviser, s'assurer que chacune des parties fait son travail et garantir la bonne exécution. Mais en même temps, on a aussi le besoin que toutes les autorités nous soutiennent pour des facilitations. Parce que l'entreprise qui va travailler va être obligée d'aller prendre du graveleux quelque part, surtout en reprofilage lourd, pour traiter des points critiques. C'est à bord d'une chargeuse que le ministre des Transports Amadou Kone, représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, avec à ses côtés Jacques Assaouré Konan, député élu, et le représentant du maire de Bouaké, lance officiellement les travaux. Le Gbeke s'en félicite déjà. Avec le lancement de ce programme, je pense que c'est une bouffée d'oxygène.
Et nos parents, ici présents, devraient apprécier à sa juste valeur ces efforts que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fait pour l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Je voudrais, en leur nom, dire merci au président Ouattara pour ce qu'il continue de faire pour que nos parents se sentent à l'aise. Pour le gouvernement, la vision est claire. Cap sur le développement. Nous sommes très heureux donc, de lancer cette seconde phase qui va accroître la mobilité dans la région, qui contribue fortement à désenclaver donc, les villages, notamment les zones de production agricole. C'est une zone importante de production d'anacarde notamment. Et c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations. 3000 kilomètres de route à reprofiler dans les départements de Bouaké, Sakassou, Béoumi et Botro. C'est tout le Béké qui serait fait une santé routière. L'État a mis la main à la poche à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Voilà, et la 43e conférence de la FAO a débuté aujourd'hui au siège de l'organisation à Rome, en Italie. La question de la gestion de l'eau dans l'agriculture et les solutions pour lutter contre le changement climatique sont au cœur des échanges. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Agubani, partage l'initiative ivoirienne pour la promotion de l'agriculture. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial à Rome. La problématique du réchauffement climatique continue d'occuper les débats sur la scène internationale. Elle mobilise aujourd'hui les délégués des 5 continents pour la 43e session de la conférence de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pendant une semaine, les différents délégués vont débattre des thématiques portant sur la gestion des ressources en eau. Il s'agit pour la FAO et ses pays membres, ainsi que ses partenaires, d'évoquer des éléments du développement durable, notamment la production, la nutrition, l'environnement et le cadre de vie. Nous avons beaucoup de ressources aquatiques, hydriques dans le continent, mais il y a des régions qui sont vraiment dans une sécheresse, dont l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Ils ont beaucoup de problèmes d'eau et c'est ça que nous sommes ici pour vraiment voir quels sont les projets, quelles sont les politiques de mettre en place, comment faire la gestion de l'eau comme il faut. À cette 43e session, la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, va partager son expérience en termes de gestion des ressources en eau dans le milieu agricole tout en tirant profit de l'expérience à l'international. L'eau occupe une place dans notre agriculture, une place importante. Et voyez-vous, on peut avoir les meilleurs intrants au monde, mais sans eau, les plantes sont incapables de résister. Aujourd'hui, là, avec la maîtrise d'eau, on peut faire une agriculture qui tienne compte, bien sûr, des changements climatiques. Voyez-vous, chez nous en Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup et toutes les eaux qui tombent du ciel sont éparpillées. Avec des canalisations appropriées, on peut bien les recueillir et les orienter vers les exploitations agricoles. Mais pour qu'il y ait l'eau au niveau du sol, il faut également que nous ayons des forêts. Les forêts qui appellent l'eau, il faut planter des arbres. Les travaux de cette 43e session verront le renouvellement des instances de la FAO et le directeur général sortant est candidat à sa propre succession. Il a saisi la tribune de cette assise pour faire le bilan de sa gestion, un bilan jugé satisfaisant par l'ensemble des délégués présents. Le ministre des Eaux et Forêts est aussi en mission à l'extérieur. Laurent Tchagba s'est rendu au siège des Nations Unies pour échanger avec le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau. Il a présenté l'état d'avancement du processus d'adhésion de notre pays. Envoyé spéciaux, Sephora Zegui, Adam Keri. En fin de mission en Suisse, c'est au secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau que Laurent Tchagba pose ses valises. Sans langue de bois, le ministre des Eaux et Forêts
répond aux préoccupations de Francesca Bernardini, chef de section coopération transfrontière à l'ONU. Pour elle, ratifier cette convention serait d'un grand bénéfice pour la Côte d'Ivoire. La plupart des ressources en eau de la Côte d'Ivoire sont partagées avec ses voisins. Donc la Côte d'Ivoire va profiter d'un cadre légal international qui fixe les règles, et aussi les droits et les obligations du pays pour que ces ressources en eau qui sont tellement précieuses pour le développement de la Côte d'Ivoire puissent être gérées de façon durable. Environ 74% de la superficie de l'UEMOA se trouve dans des bassins fluviaux transfrontaliers. Régler la question de la gouvernance des bassins transfrontaliers, c'est résoudre une bonne partie des problèmes de gouvernance de l'eau dans l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, pour son rôle dans l'UEMOA, est donc en passe de la ratifier. Nous avons profité de cette opportunité qui nous est offerte pour exposer un certain nombre de préoccupations par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays. Nous avons le cas avec le Ghana, à savoir la Tanoé, la Bia, où nous avons d'énormes difficultés dans la mesure où on est confronté à la pollution des ressources en eau par l'orpaillage clandestin. La Convention des Nations Unies sur l'eau est une occasion unique d'accélérer les progrès vers l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030. C'est à l'ONU que prend fin la mission de Laurent Gbagbo qui s'est soldée par plusieurs partenariats en vue du renforcement et de la consolidation des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et ici, en Côte d'Ivoire, le processus électoral s'accélère. Le dépôt des dossiers des candidatures pour les régionales et municipales du 2 septembre a débuté aujourd'hui. La commission électorale indépendante a commencé justement à réceptionner les dossiers des candidats et le processus a démarré ce samedi. Prend fin le 19 juillet prochain. Nos reporters, Logoreti, Patricia Omouetia étaient à la CEI pour RTI 1. Premier jour de dépôt de dossiers de candidature pour les élections locales du 2 septembre 2023. La CEI a aménagé ses locaux pour la circonstance. 18 box préparés attendent les dossiers des candidats. Les candidatures sont réceptionnées du 1er au 19 juillet, du lundi au dimanche inclus, au siège de la CEI. La CEI est prête à recevoir les candidatures. Et comme vous voyez derrière moi, les box ont été construits. Les box seront ouverts tous les jours, du 1er juillet au 19 juillet. De 8h30 à 17h, y compris le samedi et le dimanche, il faut bien le préciser. Les pièces ont été publiées sur le net, donc chacun sait exactement les pièces qu'il faut. Mais pour ce premier jour, c'est une ambiance calme. Jusqu'à 14h, pas encore de dépôt de dossiers enregistrés. On souhaite que les candidats viennent rapidement et qu'ils n'attendent pas le dernier jour. Pour la suite du processus, après le dépôt des dossiers, ce sera l'analyse des dossiers, la publication de la liste des candidats et la réclamation. Voilà, et les candidats ont donc jusqu'au 19 juillet prochain pour déposer leur dossier. Le bilan de l'effondrement de l'immeuble R+6 en construction survenu hier vendredi à la Riviera Palmeraie, Saint-Viateur à Cocody, s'est alourdi. Malheureusement, on déplore 6 décès et 9 blessés. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu sur le lieu du drame. Bruno Nabanye-Kone est solidaire des victimes. Il lance par ailleurs un appel aux promoteurs immobiliers Franck Quadio et Oucher Blei. Riviera Palmeraie, des gravats bien visibles, déjà 48 heures depuis l'effondrement de l'immeuble à 6 niveaux en construction ici. Plusieurs décès et des blessés dénombrés. Jacqueline et sa sœur sont inquiètes. On a un seul, son enfant bien s'est débrouillé. Il est dedans. Jusqu'à là, on n'a pas encore retrouvé le corps. Juste, on est là. Présence rassurante des chiens secouristes et des engins au travail. Des secours bien actifs depuis la veille. Nous avons déployé environ 63 sapeurs-pompiers sur les lieux pour procéder aux recherches. Depuis la journée d'hier, aux environs de 11h35, jusqu'à ce jour, nous dénombrons malheureusement 15 victimes, dont 6 décès certains. Bilan passé à 8 décès en fin de journée. Un effondrement de trop selon ce riverain. Ici, dans le même quartier ici, avec 2 immeubles, quand il a commencé là, il est arrivé au premier, au deuxième, troisième là. On a dit non, où ça va là, c'est pas bon.
Le sinistre dont les images sont présentes sur la toile et qui attire du monde, dont Isiaka, membre de la société civile, qui interroge régulièrement les questions de certains matériaux comme ceux en usage sur ce site. Depuis 3 ans, nous sommes sur le terrain. Quand je regarde, il y a un type de fer à béton qui est là, que les gens appellent sur le marché fer à béton spaghetti, parce que ça se casse. Ensuite, la loi oblige les fabricants à mettre leur nom sur les fers à béton qu'ils produisent. Et leur nom initial est griffe. Et c'est répété sur tout le long du fer à béton. Ceux qui fabriquent le fer à béton n'osent pas mettre leur nom parce qu'ils savent en cas de danger, on peut les identifier. C'est dans cette ambiance de supputation qu'arrive le ministre de la Construction pour l'état des lieux. Notre activiste lui soumet ses préoccupations. Il y a des normes qui sont mises en œuvre par Codinormes et ce sont ces normes donc, qui sont contrôlées régulièrement par les agents du ministère du Commerce sur les marchés. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il appartient, encore une fois, aux maîtres d'ouvrage, à ceux qui construisent, d'aller vers des professionnels. Et malheureusement, beaucoup de maîtres d'ouvrage, là aussi, cherchent à faire des économies. Qu'à cela ne tienne, il y a lieu de situer les responsabilités, selon le ministre Bruno Dabagné-Koné, responsabilités mais aussi action du gouvernement. Nous sensibilisons au maximum. Vous pouvez voir nos équipes partout en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nous exprimons à chaque fois que de besoin. Nous avons revu nos textes de loi pour les adapter au contexte, pour les rendre plus durs, plus coercitifs. Nous sommes passés de 4000 et quelques contrôles en 2020 à aujourd'hui près de 15 000 contrôles par an. Des sites à démolir comme ce chantier de la Riviera Palmyrais qui avant l'effondrement du 30 juin était classé chantier non autorisé. Le ministère de la Construction, le 24 mai 2023, aurait interpellé le propriétaire aux fins de stopper les travaux. Interpellation, hélas, restée sans suite. Voilà, et les prières continuent de s'élever pour toutes les victimes. La pêche artisanale est fermée pour 1 mois, à compter donc de ce 1er juillet jusqu'au 31 juillet. Et notez que la période fixée pour la pêche semi-industrielle et industrielle court donc du 1er juillet au 31 août. Et cette décision gouvernementale vise à préserver les stocks de poissons existants et à garantir surtout leur reconstitution pour une période précise dans les conditions naturelles normales, nous dit Dangui Dangui. Conformément à ces engagements sous-régionaux et internationaux, la Côte d'Ivoire endosse en avril dernier le repos biologique des pêches maritimes. 2 mois plus tard, le gouvernement joint l'acte à la parole en déclarant la fermeture saisonnière de la pêche, la préservation des stocks des espèces de poissons et leurs conditions de reconstitution obligent. Soucieux de gérer les ressources halieutiques de façon concertée avec les pays de la sous-région, en vue d'asseoir les bases d'une exploitation durable des pêches dont les seuls bénéficiaires sont les acteurs de la pêche industrielle et artisanale. Rassurons l'ensemble des parties prenantes qui sont les premiers bénéficiaires de la fermeture des pêches. Les stocks de poissons reconstitués à la faveur de cette mesure permettront de pêcher durablement en améliorant les revenus des pêcheurs tout en préservant leur emploi. Déclarons donc la fermeture saisonnière de la pêche marine avec les durées respectives ci-dessus. Pêche artisanale du 1er au 31 juillet 2023. Pêche semi-industrielle et industrielle, dite chalutière ou sardinière, du 1er juillet au 31 août 2023. La production de la pêche maritime en Côte d'Ivoire a plongé ces 10 dernières années, passant de 69 769 tonnes en 2003 à 42 738 tonnes en 2020, soit une baisse de 38,75%. La Côte d'Ivoire milite aussi pour une autosuffisance en riz. Justement, une délégation de l'Agence de développement de la filière riz était à Gagnoa pour une visite d'évaluation. L'agence veut faire de Gagnoa une forte zone de production dans la perspective de l'autosuffisance en riz. Jean-Jacques Kwame. Gagnoa, quartier Soleil. Une délégation du comité de surveillance de la riz est sur le terrain. Cette délégation, conduite par son président Raphaël Lacoué, visite plusieurs unités de transformation et sites de production de riz. Première étape, le chantier de construction de l'un des 7 centres de fabrication de semences certifiées.
Ce centre en voie d'achèvement a une capacité de fabrication de 2000 tonnes de semences pour 50 000 hectares de riz. Pour les responsables de la de riz, le potentiel existe pour faire de Gagnoa un centre d'excellence en production de riz et de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz. L'ex de riz, avec 13 usines. Quand on a privatisé, il y a une seule usine jusqu'à présent qui reste. Or, tu ne peux pas faire de riz sans usine. Le président ne produit pas de riz, il produit du panier. S'il n'y a pas d'usine parce que le panier est transformé, notre programme s'arrête. Seconde étape de cette visite, le site de production de 116 hectares de la famille Arnaud. Ici, plusieurs coopératives gèrent des parcelles de riz irriguées, avec des besoins encore nombreux. Nous avons besoin de 5 motoculteurs pour notre site et nous avons besoin de moissonneuses, batteuses pour pouvoir faire nos récoltes. Nous, on veut faire vraiment du développement. On veut que aujourd'hui la ville de Gagnoa soit vraiment bien nourrie et partant de Gagnoa, toute la Côte d'Ivoire puisse se nourrir à travers Gagnoa. Un état des lieux auquel le président du conseil de surveillance de la DERI accorde une attention soutenue. L'autosuffisance en riz à l'horizon 2025. Cette possibilité, elle existe. Maintenant, il faut accompagner les acteurs et c'est le rôle de l'agence. Et l'agence elle-même, il faut l'accompagner, il faut faire de telle sorte que ses missions se réalisent sur le terrain. Depuis le 20 juin de cette année, le comité de surveillance de la DERI est en tournée d'évaluation dans les zones de production de riz en Côte d'Ivoire. Gagnoa, chef-lieu de la région du Go, en est la dernière étape. Voilà, c'est un reportage réalisé pour vous par Eugène Atoubé. Le gouvernement ivoirien veut porter le couvert forestier à 6 500 hectares d'ici à 2030. Les organisations et associations s'engagent donc aux côtés des autorités pour réaliser cette ambition. Le Rotary Club Abidjan-Biétri a mené donc une opération de planting d'arbres dans la forêt classée d'Anguédédou et c'était en présence du président de la COP 15, Alain Richard Donvaï. Reportage réalisé pour vous par Ali Diomandé et Jamakaki. Les membres du Rotary Club Abidjan-Biétri sous les averses dans la forêt classée de l'Anguédédou à quelques encablures de l'autoroute du Nord. À leur côté, le président en exercice de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, COP15. Tous viennent mettre la main à la pâte pour la restauration du couvert forestier ivoirien. L'objectif affiché ici est de planter 1 millier d'arbres. Nous avons 7 axes stratégiques au Rotary, dont l'environnement qui est justement le 7e axe. Alors chaque année, au niveau du club de Biétri, nous faisons ce geste. Et cette année, nous avons décidé d'amplifier justement ces actions-là, mais mieux d'appeler à une prise de conscience générale. Les Rotariens du monde entier s'engagent à faire en sorte que la désertification recule. La démarche éco-citoyenne entreprise par le Rotary Club Abidjan-Biétri ravit Alain Richard Donvaï. D'autant plus qu'elle est en étroite corrélation avec les missions qui lui sont assignées en sa qualité de président de la COP 15. La COP 15 que je préside aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire est celle qui combat la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse. Donc ce geste-là va en droite ligne avec les missions de cette COP. Donc vraiment, je me trouve à la bonne place aujourd'hui et je remercie le club Rotary de Biétri pour cette belle initiative qui, je l'espère, sera suivie par d'autres. Le massif forestier ivoirien s'estimait à 16 millions d'hectares en 1960, contre 2,97 millions d'hectares en 2021. L'ambition du gouvernement est de porter le couvert forestier à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030. Voilà, et la fonction publique ivoirienne mène aussi de belles initiatives, prône l'excellence. 150 fonctionnaires et agents de l'État viennent d'être distingués pour leur dévouement et abnégation au travail. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Oloto appelle chaque fonctionnaire à suivre leur exemple en promouvant l'excellence au sein de l'administration publique. Grâce Kando. Le ministère de la fonction publique prône l'excellence. Des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont vu leur mérite récompensé. Au nombre de 150, on enregistre 27 commandeurs, 48 officiers et 75 chevaliers. Ils ont tous été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Je voulais dire merci à mes supérieurs hiérarchiques
qui m'ont permis d'accomplir ce travail. Que tous ceux qui travaillent bien soient récompensés. Cette distinction nous va droit au cœur, mais surtout nous appelle à continuer les efforts dans le travail pour servir toujours plus les populations ivoiriennes. Je viens de boucler 37 ans de service et je viens d'être décoré aujourd'hui. C'est la reconnaissance de la nation. Ces 150 décorés sont issus de 10 ministères et comptabilisent au moins 10 ans de service, voire plus. Ils ont été sélectionnés par leurs supérieurs hiérarchiques à travers des critères que sont l'abnégation au travail, l'assiduité, le sens de la responsabilité, entre autres. Ces médailles que vous présenterez à la nation et à vos familles soient une invite à la remise en cause pour que chacune et chacun d'entre vous soit un modèle, soit le prototype du fonctionnaire nouveau pour lequel j'attends beaucoup. Pour rappel, ces 150 fonctionnaires et agents de l'État ont été distingués lors des journées de la fonction publique tenues du 19 au 23 juin dernier. Au total, les décorés de la fonction publique au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont au nombre de 320. Voilà, je vous conduis à présent dans la région de la Nawa où le nouveau chef a été installé. Toho Gaston, chef des Oué de cette région, entend œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Patricia Mouitia. Pour la communauté Oué, cette intronisation est importante et pour cause, l'union et la consolidation de la paix sociale dans la région de la Nawa. Ensemble, les Guéré et les Wobé entendent promouvoir la solidarité entre frères de la même région. Unis, on peut être fort et solidaire. Et il y a un peuple qui nous a accueillis. Si on est unis et fort, on peut les aider dans la consolidation de la paix et au développement harmonieux et durable de la région qui nous accueille. Rassembler ses frères, ses soeurs, ses enfants, ceux qui sont en brousse, quel que soit le problème, qui doit écouter, qui doit appeler, qui doit rassembler ses enfants pour leur parler. Pour le nouveau chef, cette investiture qui matérialise l'union entre les peuples cadre avec la vision du président de la République qui œuvre pour une Côte d'Ivoire solidaire. Je me dis que je suis investi d'un devoir. Je dois assurer, comme tous les chefs des communautés ethniques, assurer la cohésion et la réconciliation entre les différentes populations qui sont à notre charge. Et en cela, je dis qu'il y a du boulot. C'est avec joie et fierté que le président du conseil régional de la Nawa a exprimé son soutien et ses encouragements au nouveau chef. Il a par ailleurs exhorté la communauté Oué à demeurer unie et solidaire. Un chef n'est chef que parce qu'il a des administrés. Et donc il faut qu'il y ait un permanent dialogue entre le chef et sa communauté et qu'il puisse donc la conduire surtout avec humilité. Les Guéré et les Woubé, fortement mobilisés, sont venus de tous les villages de la région pour communier dans la joie. Voilà, et pour justement dans l'appel, la Côte d'Ivoire prépare les régionales et municipales. Les candidats du RHDP aux élections locales du 2 septembre prochain dans la région de la Maraoué ont été officiellement présentés aux militants de ce parti par le ministre Souleymane Darasouba, envoyé du directoire politique du RHDP. Kader Sogodogo pour le reportage. Bois-Flé, chef-lieu de région de la Maraoué, place Tien-Tien en effervescence. Ils sont militants du RHDP. Leur parti a choisi de leur présenter officiellement les candidats pour les élections régionales et municipales à venir. Etienne Yao pour décrocher la mairie de Bois-Flé, Kone Souleymane Azuenola, Saint-Fra, Clément Gorebi, Kone Yakuba Abono, Goïtafla, Dr Yuambi Athanase. Ils évolueront autour d'un porteur d'eau, un capitaine au brassard bien ajusté, le ministre Zoro Epiphane Balo, candidat au conseil régional de la Maraoué. Je voudrais que vous alliez rassurer le secrétaire exécutif, vous alliez rassurer le président du directoire et le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, que le message que vous nous avez passé, il est passé 5 sur 5. Le chef de mission de présentation des candidats RHDP dans la Maraoué, le ministre Souleymane Darasouba,
soutenu par le ministre Amédée Kouakou, montre le chemin à suivre. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, la seule chose qu'on attend, c'est qu'on lui dise merci. Et la seule façon, population de la Maraoué, de dire merci au président Alassane Ouattara, c'est de voter pour ces candidats. Si nous avons l'union de tous les fils et les filles de la région de la Maraoué, avec en plus toutes les réalisations, toutes les actions de développement que le président Alassane Ouattara a fait ici, il n'y a pas de raison que le RHDP ne triomphe au soir du 2 septembre et je sais que je peux vous faire confiance. Cette cérémonie a été une occasion pour le ministre Zoro Epifane Balo et la grande famille du RHDP de la Maraoué de rendre hommage à un de leurs, l'ex-ministre Adama Kone, pour ses actions de paix et de cohésion. Voilà, le drapeau ivoirien continue de flotter fièrement à l'extérieur avec Marie-Josée Talou qui affiche la bonne forme, la fierté nationale à remporter le 100 mètres du meeting de Lausanne avec un temps de 10 secondes 88. Et Talou a aussi mené notre pays, la Côte d'Ivoire, à la victoire en relais 4 fois 100 mètres. Arsène Kwasi. Dans le ciel de Lausanne ce vendredi 30 juin 2023 à l'étape 6 de la Ligue de Diamant. Les athlètes ivoiriennes se sont distinguées de la meilleure des manières. Marie-Josée Talou a dominé la finale du 100 mètres en 10 secondes 88 centièmes quand le relais 4 x 100 composé de Muriel Aouré, Talou, Kone Mabundu et Baï Jessica décrochait sa qualification pour les championnats du monde de Budapest en Hongrie en août prochain. Les relayeuses ivoiriennes ont remporté la finale du relais 4 x 100 mètres en 42 secondes 23 centièmes. Elles battent ainsi le record national qui était de 43 secondes 28 centièmes réalisé en 2016 au Ghana par Talou, Gwenon Adeline, Karé Elodie Zike et Gaha Mireille Parfaite. Voilà, bravo donc aux sprinteuses ivoiriennes. Le Kenya est sous le choc. 52 personnes ont perdu la vie et 32 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu à l'ouest du pays. Les opérations de secours freinées la veille par les intempéries ont repris ce samedi. La Croix-Rouge kenyane multiplie les appels aux dons de sang pour secourir les blessés, sauver les vies. À l'origine du drame, un camion qui a percuté plusieurs véhicules avant de basculer dans le fossé. Le ministre des Transports s'est rendu sur place ce samedi 1er juillet. Il décrit une situation terrible et difficile à imaginer. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. La commune de Cocody a récemment abrité l'édition 2023 du spectacle Drôle de femme, une reine chez les Nouchi. L'intitulé de ce spectacle qui a réuni sur scène des talents féminins composés de comédiennes, d'actrices, d'humoristes. On en sait plus avec Serge Pacom-Didi et Franck Quadio. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et le chômage des jeunes. Une reine chez les Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle Drôle de femme. Je suis la reine ici. 9 talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Baz et Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement, toutes font partie des attractions de cette édition de Drôle de femmes. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et bon, j'ai fait un peu de comédie aussi, un peu de cinéma. Avec le rire, on sensibilise, on éduque la population. On a réussi par le travail de la terre, par l'agriculture, à sortir des jeunes du chômage, de la prostitution et de la délinquance. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice.
On les félicite. Une reine chez le Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placé sous le thème « Femme rurale, pilier du monde sans fin ». Oh là, il est beau de sourire à la vie. Bravo donc à Caroline Da Silva. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Issoufou Ouattara, pour parler de la 7e édition du Festival du Kroubi qui vient de se dérouler à Bondoukou et dont vous êtes le commissaire général. Oui. Merci d'être avec nous. Donc, je vous en prie. Avant un propos, je souhaite vous remettre ça. Ah, c'est gentil. Pour vous-même et puis pour le directeur général, c'est un souvenir de la 7e édition. Merci beaucoup, M. Issoufou. Arborer ça, c'est le Kroubi. D'accord. Je pense qu'à la fin de l'entretien, avec la permission de la régie, je vais arborer voilà, cette belle écharpe. Merci beaucoup. Merci pour le don. Je le dépose là. Et puis, à la fin de l'entretien. Alors, avant de nous replonger dans l'ambiance de cette 7e édition qui a tenu en haleine les festivaliers, toute une semaine donc dans le Zanzan, expliquez-nous, M. Issoufou Ouattara, ce qu'est le Kroubi et son importance dans la culture de Bondoukou. Très bien. Il faut bien comprendre que le festival du Kroubi, c'est deux choses. La première qui est très traditionnelle, je reviens rapidement là-dessus. La deuxième, notre version de ce dont nous parlons, qui est un festival donc culturel, économique et touristique. Le Kroubi, il s'est fait depuis des siècles. Ce n'est pas seulement à Bondoukou, mais la spécificité du Zanzan est que c'est sur des échafaudages et tout ça. Sinon, quand vous prenez le 8e parallèle à Kong, à Dabakala, à Bouna, à Korogo, à Touba, Séguéla, le Kroubi est connu. Et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, je veux parler du Burkina, au Niger, au Mali, tout ça. Nous avons donc pris ce label-là qui est très connu, qui se fait bien entendu de façon traditionnelle, pour en faire une activité beaucoup plus moderne, beaucoup plus actualisée. Donc vous alliez tradition et modernisme. Exactement. D'accord. En mettant notre touche là-dessus, parce qu'il faut le dire, Marie-Laure Moran, on est parti du néant pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, on en son orgueil souvent, mais bon, c'est une fierté parce que aujourd'hui, le Kroubi, il n'est pas seulement régional, ni même national, il est international. Parce que tous les partenaires que vous avez, que nous avons et que nous emmenons, cette année, le pays invité d'honneur, c'était l'Angola. D'accord. Et voilà, donc le festival du Kroubi, pour résumer, c'est quelque chose qui concerne la culture, le tourisme et l'économie. Tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes filles. Voilà, de jeunes filles, certainement, il y a des conditions pour pouvoir danser le Kroubi. Vous allez nous en dire tout à l'heure davantage. Vous allez nous dire également ce qui rend le festival du Kroubi si captivant et unique dans la région de Bondoukou. Mais avant, on va essayer de nous replonger dans cette ambiance qui a eu lieu à Bondoukou il y a juste une semaine. C'est en compagnie de notre reporter Eman Nyambie. On suit ensemble et on en reparle. D'accord. Perchées sur un échafaudage à plus de 2 mètres du sol, ces jeunes filles, dont l'âge varie entre 10 et 17 ans, en pleine démonstration de la danse du Kroubi. Des queues de cheval en main qu'elles balancent majestueusement de gauche à droite, au son d'une fanfare, ces jeunes filles ont égayé pendant 3 jours le nombreux public venu assister à la semaine du Kroubi. Cet événement annuel se mue progressivement en un véritable festival culturel. Chaque année, les festivaliers viennent de toutes les contrées de la région du Gontougou et d'ailleurs pour assister à cet événement culturel qui est l'un des plus grands rendez-vous culturels de la région. Parrain de cette 7e édition, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a félicité les promoteurs du Kroubi avant d'indiquer qu'il y reste disposé à les accompagner. Rappelons que la cérémonie d'ouverture de cette 7e édition de la semaine du Kroubi a enregistré la présence de l'ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire, son Excellence Domingo Bernardo Pacheco, dont le pays est l'invité d'honneur. Alors, M. Issoufou Ouattara, dites-nous, qu'est-ce qui rend le festival du Kroubi si captivant et unique à Bondoukou? C'est d'abord la spécificité de ce qui se passe à Bondoukou. C'est sur les échafaudages à 3 mètres. Ce n'est pas évident. Et les jeunes filles qui ont entre 12 et 25 ans s'y tiennent. On nous raconte, je n'ai pas de preuve qu'elles sont toutes vierges. Et c'est une fierté pour les familles d'avoir ces jeunes filles-là sur les échafaudages. Parce que quelquefois, ça rentre dans la mythologie, mais c'est la réalité. Quand elles ne respectent pas certains critères, là où elles sont arrêtées, c'est l'Afrique, ça se casse.
Est-ce que c'est vrai? Vous êtes le commissaire général? Oui, je confirme parce que moi-même, j'ai déjà vu ça. Et quels sont les critères? Les critères, c'est la pureté des jeunes filles. Et puis, bien entendu, quand on dit pureté, à tout point de vue, tout point de vue. Et les familles se sentent très, très, très à l'aise quand elles voient sur les échafaudages leurs jeunes filles. On les habille. Elles sont honorées, ces familles. Tout à fait. C'est une fierté pour elles. Absolument. Donc, ça attire naturellement le monde. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on leur parle, sont curieux de venir voir. Je vous en parle. En plus de l'Angola, l'ambassadeur, il a fait venir 17 personnes. Et 2 sont venus de Luanda directement. On a eu des amis qui sont venus de Paris, d'autres de Berne, ainsi de suite. Pour venir voir pour la première fois. Ils sont partis très, très contents, très satisfaits. Alors, vous venez donc d'organiser la 7e édition, on l'a dit, et la culture et l'autonomisation de la femme africaine étaient à l'honneur. Oui. Les jeunes filles, c'est les échafaudages, mais aussi la femme en général qui était à l'honneur. Vous avez donc ciblé l'autonomisation de ces femmes. Oui, l'autonomisation des femmes, parce qu'aujourd'hui, Marie-Laure Ngoran, vous savez, la femme, je le dis, la femme amène la femme. La femme amène les jeunes, la femme amène l'homme. Et dans la région du Zanzan, je veux dire du district, l'agriculture est très, très, très importante. Vous concernez les vivriers et puis les maraîchers, un certain nombre de choses. Nous avions, et c'est cela qui sort de l'ordinaire, en termes de créativité, trouver un centre d'intérêt pour motiver ces femmes-là et ces filles-là à travailler pour non seulement nourrir leur famille sainement et impliquer d'autres personnes dans le dispositif, de telle sorte que quand vous avez un hectare de tomates ou un hectare de riz, vous êtes libre, et la femme, elle est leader dans ces domaines-là. Donc vous voulez dire que dans le Zanzan, les femmes occupent une place prépondérante dans le secteur agricole, absolument, notamment le vivrier. Oui. Donc, en parlant de l'autonomisation, qu'est-ce que vous avez fait ressortir concrètement? Quelles sont les retombées pour ces femmes donc, qui sont dans le secteur du vivrier? C'est le choix, par exemple, porté comme par hasard sur le ministre Kwasi Kobena-Djumani, qui est ministre de l'Agriculture et tout ça. Il s'est engagé, hors de tout cela, à pouvoir continuer, à titre personnel, en tant qu'enfant de la zone, à suivre ces femmes-là, pour leur donner la possibilité et bien entendu partager l'expérience qu'il a avec ces femmes-là et au-delà de ces femmes, parce que lui, il est ministre... Quel est l'accompagnement, par exemple, pour ces femmes? Oui, pour les activités? Il le fait, c'est l'apport des intrants, l'apport de semences, l'apport de machines, l'apport d'outils de travail pour valoriser. Et le ministre Kobena Kwasi Adjumani le fait. Au-delà de Bondoukou, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il mérite qu'on le salue et bravo à lui. C'est pas pour rien que nous l'avons choisi comme parrain. D'accord. Alors, vous avez comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie, dont vous faites partie justement, alors qui vous soutient dans cette initiative culturelle. Dites-nous, après cette édition, quelles sont les retombées pour la population? Comment le Festival du Kroubi stimule le développement économique local de toute la population à Bondoukou et favorise le tourisme? Vous voyez, Marie-Laure Ngoran, en tant que président de Chambre de commerce du district du Zanzan, la première des choses qui a prévalu après ça, c'est le fait que certains de nos collègues des 19 régions de Côte d'Ivoire, je cite par exemple Séguéla, qui a pris comme exemple le Rodou Loba, en copie du Kroubi. Il y a eu Korogo, il y a eu Aboasso. Et aujourd'hui, nous sommes les précurseurs de cette initiative qui, partie de rien, a donné quelque chose de très concret. Et les 19 régions de Chambre de commerce de Côte d'Ivoire nous envient et nous encouragent pour cela. J'aime souvent le dire, le ministre du Commerce a eu l'occasion de nous féliciter devant les chambres de commerce de Côte d'Ivoire. Alors c'est très important. D'accord. Alors dites-nous, monsieur Issoufou Ouattara, comment est-ce que le Kroubi stimule le tourisme dans votre région? Très bien. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous annonçons les dates, parce que la prochaine date, elle est déjà connue, je peux le dire, je reviens. Oui, allez-y, rapidement. 6, 7, 8 juin 2024. D'accord. Quand cette date est annoncée, les hôteliers, les restaurateurs, les vendeurs d'articles se préparent parce qu'ils savent le monde qui arrive. Quitte pour acheter telle chose, quitte. Et les hôtels font le plein. Les hôtels font le plein. Avant, on logeait les gens chez l'habitant. Aujourd'hui, les hôtels font le plein. Il y a pas mal d'amis qui nous demandent, mais président,
les invités du Kouroubi ils viendront chez moi. Donc aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur Bondoukou grâce au Kouroubi. Le tourisme s'en porte mieux. Et c'est une fierté, et il faut le noter, c'est très important. Et c'est cela qui contribue à l'économie parce que ça fait gagner de l'argent. C'est ça. Et le tourisme, les gens découvrent la créativité et puis un certain nombre de choses. Alors donc il y a de belles perspectives d'avenir pour l'Afrique, donc la promotion de la culture africaine avec le Kouroubi. Oui, avec le Kouroubi. L'Angola, l'ambassadeur nous l'a dit, il veut exporter le Kouroubi en Angola en termes d'expérience pour que ce soit. Et puis c'est une période de cohésion extraordinaire. Vous voyez, on a pris comme pays invité d'honneur, certes, l'Angola, mais localement, les résidents du Niger, les résidents du Mali et la communauté baoulée étaient invités également d'honneur. C'est quand même un moment... Donc, facteur de cohésion sociale, renforcement des liens entre les populations sur place. Et les gens se frottent les uns avec les autres, avec la population. Et cette année, la spécificité qui a été aussi le football féminin avec le Mami Foot, a attiré beaucoup l'attraction. Et c'était un moment de belle communion. Belle communion. Et tout cela chapeauté, bien entendu, avec les conseils que nous avions par le comité scientifique. On attend vivement la prochaine édition. Oui, c'est le 6, 7, 8 juin 2024. Merci beaucoup, M. Issoufou Ouattara, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Festival du Kouroubi. Merci d'avoir partagé avec nous les moments marquants de cette édition et grâce à ces moments, donc Bondoukou, le district du Zanzan continue de rayonner. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, et moi je vais donc arborer. Vive le Kouroubi, vive le Kouroubi, et on donne rendez-vous aux téléspectateurs donc en juin prochain, en 2024. 6, 7, 8 juin. Allez, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce voyage captivant au rythme du Kouroubi. Ce festival, je rappelle, reflète de la vitalité de la culture africaine, rappelle l'importance de préserver nos traditions tout en les adaptant au monde moderne. Vous l'avez entendu, vive donc le Kouroubi pour que Bondoukou et le district du Zanzan et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire continue de briller avec ses richesses culturelles. Allez donc, ne décrochez pas, puisqu'on parle de culture. Suivez tout à l'heure en direct sur nos antennes la finale de Miss Côte d'Ivoire 2023. Une nouvelle reine de beauté succédera à Marlène Kanikwasi, Miss Côte d'Ivoire 2022. Et elles sont 30 candidates en lice pour la couronne cette année. Notre reporter Serge Pacom Didi, il sera pour le compte de la rédaction de RTI 1. Passez donc une très belle soirée sur RTI 1 et en raison de ce grand événement, il n'y aura pas le dernier journal à 23h. Mais demain 20h, Kolo Klubali vous donne rendez-vous.